minutes. L'épidémie d'hantavirus fait ressurgir chez beaucoup les mauvais souvenirs du Covid, même si les scientifiques, bien entendu, excluent pour l'instant un scénario similaire. Le Covid, lui, qui continue de régir le quotidien de 76 millions de personnes dans le monde. Pourquoi? Puisque ces personnes, eh bien, elles sont atteintes de Covid long. Un quotidien qui oscille entre douleur, fatigue chronique, isolement, des malades confrontés bien souvent surtout au silence du corps médical. Alors pour en parler avec nous, en plateau à mes côtés, Nora Sahara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste santé, ancienne infirmière et vous sortez ce livre passionnant que j'ai adoré, Les oubliés du Covid, enquête au cœur d'un scandale sanitaire. C'est sorti chez HarperCollins. Et puis en ligne avec nous, Solène Tanguy, bonsoir. Vous êtes la présidente du collectif Winslow Santé Publique. C'est une association composée de personnes vivant avec le Covid long. Vous-même, vous êtes atteinte du Covid long et nous entendrons votre témoignage dans un petit instant. À tout de suite, Solène. Je commence avec vous, Nora Sahara. Donc, cette épidémie d'hantavirus, on l'entend partout depuis quelques jours dans tous les médias. Elle fait la une de l'actualité. Je le disais, beaucoup craignent un scénario à la Covid-19. Comment vous, ancienne infirmière, ancienne malade du Covid et qui avait étudié sur le Covid long, vous réagissez en voyant et en suivant l'évolution des informations? Alors, en suivant l'évolution des informations, je suis un peu rassurée parce que la communication, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui par les pouvoirs publics. On l'a vu, la ministre est entourée de scientifiques, donc tout est vérifié, avéré, etc. Pour le reste, j'aimerais être rassurée, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais effectivement, ce qu'on voit sur le terrain et ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'on n'est pas prêt, en fait, concrètement. On n'est pas prêt à affronter une nouvelle pandémie, c'est ça que vous voulez dire? Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a appris des choses. Il y a des choses qui sont améliorées, donc on ne va pas être totalement négatif dans le sens où il y a des masques qui ont été commandés, il y a un stock de masques aujourd'hui disponible. Il y a une coordination entre hôpital et ville qui s'est améliorée. Mais quand on regarde le constat sur l'hôpital aujourd'hui, le système de santé, l'hôpital est à bout de souffle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports parlementaires et le rapport de la Cour des comptes normalement qui a été rendu en 2025 et qui nous dit on est à flux tendu dans les hôpitaux. Vous qui êtes une ancienne infirmière, est-ce que on vous apprend justement à faire face à l'émergence de nouveaux virus, à ce qui est en train de se préparer lorsque vous êtes à l'hôpital? Vous êtes sensibilisé à cela? Bien sûr. Alors depuis la crise Covid, et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on s'est amélioré au niveau des protocoles, de la préparation des soignants au sein de l'hôpital. Donc il y a des protocoles qui sont vraiment établis, qui sont clairs, qui sont identifiés. Parce que la problématique dans la première crise de la pandémie, c'est qu'on ne savait pas. Donc on n'était pas préparé en fait à faire face à une pandémie. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on est préparé. La problématique, elle est tout autre. C'est le manque de personnel et tout ce qui entoure l'hôpital, le manque d'équipements, etc. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Et là, on va sur le terrain effectivement politique et effectivement des moyens de l'hôpital. Mais oui, on pensait que la pandémie, elle était révélatrice pour le système de santé, mais malheureusement, aujourd'hui, sur le terrain, c'était un tout autre son de cloche. C'est autre chose sur le terrain. Solène Tanguy, vous qui faites partie justement des malades du Covid long, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement face à cette actualité où je disais que les médias en parlent beaucoup? Est-ce que pour vous, c'est assez anxiogène? Non, pas vraiment. Nous sommes des malades qui avons gardé des réflexes de la crise Covid, puisque celle-ci n'est pas terminée. Le Covid, il continue de circuler. Il continue de générer, alors pas les mêmes soucis qu'au tout début, mais il continue de générer des effets différés et des Covid longs. Donc, on a déjà des gestes quotidiens qui font qu'on sait que sur une maladie qui est moins contagieuse quand même si c'est le même mode de transmission, on a peu de risques individuels. Mais par contre, je serais encore plus dure que Nora Sahara sur le fait qu'on aurait tiré des leçons de la pandémie de Covid. Alors, le seul élément positif qu'on a vu, c'est qu'enfin, on entend que la transmission du Covid était bien et est toujours aéroportée. Mais par contre, même si c'est enfin dit sur les plateaux à l'occasion de la crise hantavirus, on est toujours sur des protocoles qui sont contact gouttelettes dans les hôpitaux et qui ne sont pas suffisamment efficaces contre la transmission du Covid, par exemple. On a encore de la prévention qui est découragée. Ce matin, on entendait encore la ministre de la Santé dire qu'il n'y avait aucune raison de mettre le masque. Or, l'urgence ici, c'est pas vraiment de décourager la prévention, mais plutôt
de déstigmatiser cette prévention, de la normaliser. Il y a des gens sur une base quotidienne qui portent le masque, des personnes malades chroniques, handicapées qui veulent se protéger. Et il faut tout à fait le normaliser pour pouvoir justement être prêt pour les futures pandémies, plutôt que le décourager et éviter de séparer la population en vulnérables et en invulnérables comme ce qu'on a vu pour le Covid. Nora Sarra, je vous fais rebondir sur ce que vient de dire Solène Tanguy. Le gouvernement français dit effectivement de son côté que tout est prêt, que le stock de masques est suffisant. On n'a pas le même son de cloche du côté des fabricants de masques qui aimeraient qu'il y ait davantage de production. Est-ce que vous-même vous êtes sceptique par rapport à ce que disent les autorités françaises ? Alors moi, je vais être très factuelle. Je vais me baser sur le rapport de la Cour des comptes qui a été rendu en 2025. C'était sur le stock de masques de 2024. Ce qu'il y a, c'est qu'on a 1,35 milliard de masques qui sont aujourd'hui disponibles tout de suite. Il y a 700 millions de masques qui sont périmés. Le rapport de la Cour des comptes nous dit que ces masques, donc il a été rendu en 2024, que ces masques seront périmés en 2025-2026. Donc maintenant. Donc, je suis très sceptique quant au stock de masques actuellement disponibles, en effet, et je rejoins ce que disent les fabricants de masques. Vous êtes inquiète à titre personnel ou vous aimeriez que les autorités fassent davantage ? Alors moi, je rejoins beaucoup ce que dit Solène. Je pense qu'on devrait être plus dans la prévention et que c'est même pas une question qui devrait avoir aujourd'hui sur le stock de masques. La problématique aujourd'hui, elle serait ailleurs, en fait, au niveau de la préparation, et que, évidemment, ce que dit la Cour des comptes aussi, il préconise qu'il y ait toujours des masques disponibles et qu'avant la date de péremption, on puisse les réutiliser, notamment les distribuer aux associations, aux hôpitaux, pour éviter de faire du gâchis. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Et donc, on a vraiment un vrai problème de prévention au sein de notre société et qu'il faudrait écouter justement les acteurs comme Solène et autres. Justement, Solène Tanguy, en un mot, vous avez l'impression d'être entendu, écouté par les autorités. Et si ce n'est pas le cas, si vous pouvez leur passer un message, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent davantage pour anticiper une prochaine pandémie ou aussi l'épidémie d'hantavirus se développe davantage? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? En fait, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est ce dont on avait déjà besoin en 2020, c'est-à-dire de la qualité de l'air, c'est-à-dire qu'il y avait eu la promesse de purification de l'air dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les EHPAD en 2022, ça n'a jamais été fait. Donc les vrais questionnements, c'est qu'est-ce qu'on fait au long terme pour protéger mieux la population, pour protéger mieux la santé de la population, des effets aigus bien sûr du Covid et d'autres virus aéroportés, mais aussi des effets différés qui peuvent se cumuler, abîmer la santé de la population, générer des arrêts courts et longs de travail, générer des drames individuels pour les personnes touchées. Donc en fait, il faut vraiment qu'on discute de ce dont on a besoin à long terme. On a besoin de la qualité de l'air, on a besoin de prévention, on a besoin de normaliser la prévention. On a aussi besoin que l'État s'occupe des personnes qui ont été abîmées par le Covid, qui ont été abîmées par la pandémie de Covid, qui sont toujours malades. Et on ne peut pas dire qu'on est prêt pour une future pandémie, alors qu'on n'a toujours pas mis en place la prévention pour le Covid aujourd'hui et qu'on ne s'occupe toujours pas des malades. En 2026, on n'a même pas encore les décrets d'application de la loi Zumkeller, ça fait 4 ans. Donc on est vraiment on est invisibilisé. Et donc, ce n'est pas en invisibilisant les problèmes qu'on les règle ou qu'on se prépare à une prochaine pandémie. Et la transition est toute trouvée. Merci Solène Tanguy pour cette transition effectivement trouvée avec ce livre, Nora Sarra, que vous signez, qui s'appelle « Les oubliés du Covid », puisqu'en fait, les malades du Covid long, ils sont 76 millions à travers le monde. Et alors, vous dites qu'ils sont 2 millions en France. Je n'aurais pas imaginé que c'était un tel chiffre. Déjà, avant tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un Covid long? Alors, un Covid long, c'est une personne qui a été infectée par le Covid et qui a des symptômes 3 mois après son infection durant 2 mois. Et c'est des symptômes qui sont extrêmement variés. C'est des troubles cognitifs, c'est des troubles de la mémoire, c'est un brouillard cognitif qu'on appelle le brain fog, c'est des malaises post-effort, c'est-à-dire que le moindre effort leur demande une énergie et ils font des crashs, des malaises post-effort. Donc le quotidien très impacté. Handicapant, je dirais même handicapant. Et c'est des malades en fait qui sont complètement, comme le disait Solène, invisibilisés dans la société parce qu'il y a cette loi dont elle parlait. Qui n'a pas été appliquée, c'est ça en fait? Exactement. C'est une loi qui est passée l'an dernier et qui n'a pas encore été appliquée. En 2 mois, elle dit quoi cette loi? Cette loi, elle permet d'avoir un référencement des malades de Covid long
long et ça va permettre en fait de les reconnaître officiellement, une reconnaissance des affections longue durée et investir dans la recherche et la formation des médecins. Solène Tanguy, vous, donc je le disais, vous êtes présidente du collectif Winsto Santé Publique qui est composé de personnes vivant avec le Covid long. Vous-même, vous êtes atteinte de Covid long. Pour qu'on se rende compte, dites-nous un petit peu à quoi ressemble votre quotidien, comment vous viviez avant et comment ça se passe au jour le jour aujourd'hui que vous avez ce Covid long. Alors, c'est très variable selon les personnes. Moi, ça m'est arrivé depuis le début de la pandémie de Covid, avec des problèmes cardiovasculaires donc, qui ont été très impactants sur mes risques, sur mon quotidien, sur les médicaments que je dois prendre, etc. Il y en a d'autres qui vont avoir... Alors, j'ai été alitée pendant assez longtemps avec des malaises, des troubles du rythme, etc. J'ai eu une amélioration, donc ce qui n'est pas forcément le cas de tous les malades, mais il y a des points communs aux problématiques des Covid longs qui sont des symptômes inquiétants parfois, qui peuvent mener à des complications qui sont assez peu monitorées en fait, parce qu'on sait aujourd'hui que les Covid longs ont certains risques de complications supérieures à la population générale, qui ne sont pas vraiment connus par les professionnels de santé. Donc il y a l'accès à des examens s'il y a une problématique, il y a l'errance médicale évidemment, il y a l'errance médicale puisque la maladie n'est pas bien connue, il y a la psychologisation des symptômes, de tout type de symptômes, hein, mais surtout ceux qui sont un petit peu vagues ou difficiles à déterminer par une radiologie ou par des résultats biologiques. Donc c'est une stigmatisation, hein, donc ça c'est quelque chose de très important en France, malheureusement encore aujourd'hui, malgré la littérature scientifique qui a bien montré les anomalies liées au Covid long. Voilà. Et le manque de prévention des réinfections est un vrai problème puisque les réinfections abîment les personnes déjà touchées par le Covid long, avec des nouvelles atteintes parfois. Donc, on est vraiment dans ces problématiques-là, c'est-à-dire que à la fois il y a un stigma, il y a une invisibilisation, donc errance médicale, donc il n'y a pas le suivi adéquat. Il n'y a pas le suivi adéquat et voilà, et pas vraiment d'espoir en vue tant qu'il n'y a pas un investissement qui soit important dans la formation des médecins, des professionnels de santé et dans la recherche. Et Nora Sahara, pour compléter ce que nous dit Solène Tanguy, en fait, ce Covid long, il ne se soigne pas à l'heure actuelle? Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Mais on traite les symptômes. Et en fait, pour traiter les symptômes, il faut être formé en tant que médecin. Et c'est la grosse problématique que rencontrent ces patients. Les médecins ne sont pas formés? Exactement. En fait, on a des médecins qui connaissent le Covid long, qui sont par exemple dans les grandes villes. Mais quand vous êtes dans un petit village, et c'est ce qui ressort de mon enquête, c'est très compliqué d'avoir un médecin déjà qui vous croit. Parce qu'il y a un vrai fléau, c'est qu'on leur dit c'est dans la tête. Et on voit le parcours du combattant de beaucoup, effectivement, de gens atteints. Je voulais que vous voulez revenir sur un témoignage poignant dans votre livre. C'est cette mère de famille qui s'appelle Gisèle, dont le fils Nathan a développé un Covid long à l'âge de 8 ans. Elle est impressionnante, cette histoire. Elle est bouleversante. Elle est bouleversante. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu cette histoire que vous mentionnez dans votre livre? Nathan, c'est un enfant ordinaire qui était à l'école et qui a eu une sorte de grippe et donc qui est tombé malade et sa maman inquiète l'a amené aux urgences. Il a fait plusieurs séjours aux urgences et à chaque fois, on lui disait c'est dans la tête. Vous inquiétez pas, c'est rien, c'est une grippette. Et à force d'aller aux urgences, un jour, on l'a signalé, on lui a dit arrêtez, stop, faut arrêter de rendre malade votre enfant, tout va bien. Et petit à petit, elle voit l'état de son enfant se détériorer et elle se rend compte que ça ne va pas du tout. Et elle ne trouve personne qui la croit. Et il se trouve qu'un jour, on lui parle d'un médecin qui est à l'étranger. Elle est partie à l'étranger pour essayer de voir, parce que tout le monde lui parlait des syndromes post-infectieux. Elle est partie à l'étranger pour essayer de trouver des solutions. Et pour la première fois, on l'a écoutée et on l'a cru. Oui, parce que jusqu'à maintenant, personne ne l'écoute. C'est ce qui ressort de votre livre. Hein. C'est ce silence médical face aux malades du Covid long. On a dit à son enfant, aux urgences, qui avait quand même 8 ans, quand on a mal, c'est dans la tête. Ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Et donc, quand elle est revenue de l'étranger, elle a parlé de ce Covid long, on lui a parlé des associations, c'est d'où l'importance des associations, et je le cite dans le livre, l'ont dirigée vers un spécialiste du Covid long, et ce spécialiste lui a fait un TEP scan, et on a vu qu'il y avait en fait une problématique qui était commune au Covid long, et depuis, il est suivi.
Le problème, c'est que cette maman, elle était professeure, elle a arrêté de travailler, elle s'occupe de son enfant 23 heures sur 24, il est totalement alité et grabataire. Et aujourd'hui, elle a un espoir, c'est qu'aujourd'hui, on trouve une solution parce qu'elle, comme elle me dit, je suis totalement abandonnée. Et elle a cette phrase qui est extrêmement marquante. J'aurais préféré qu'il ait un cancer, au moins on aurait essayé de le soigner. Exactement. Elle est Ça veut tout bouleversante, dire. cette phrase. Je voulais conclure avec vous, Nora Sahara, très rapidement. Vous faites état de la situation en France, mais vous me disiez avant, la France est une exception, les autres pays, on s'en sort mieux au niveau des Covid longs. Oui, c'est impressionnant quand on voit les investissements sur le Covid long, notamment en Allemagne, où on a investi des milliards pour travailler sur toutes les maladies post-infectieuses, parce qu'il y a le Covid long, mais il y a aussi l'encéphalomyélite myalgique aussi, c'est le syndrome de fatigue chronique, il y a beaucoup de pathologies comme ça. En Allemagne, on investit. En Angleterre aussi, il y a un investissement massif. En Espagne, la maladie est reconnue en tant que maladie chronique, donc officiellement, et en France, rien. Et vous espérez que les autorités vous entendent. J'espère pour les malades surtout. Et pour les malades également. Merci beaucoup Nora Sahara. Je rappelle le titre de votre livre, Les oubliés du Covid, chez HarperCollins. Merci d'avoir été notre invité. Et merci à vous Solène Tanguy. Je rappelle le nom de votre collectif, Winslow Santé Publique, donc une association composée de personnes vivant avec le Covid long. Merci à toutes les deux.